Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale. Alors, vu que les concours ont commencé, plusieurs parmi vous se demandent comment traiter un sujet de SI. Y a-t-il des méthodes, est-ce qu'il y a une méthode idéale pour aborder un sujet de SI, que ce soit mine, centrale, CCINP ou CNC? Bon, sachez que le sujet des sciences industrielles se base généralement sur l'étude d'un système, une machine, un mécanisme, et que plusieurs questions seront posées par rapport à la compréhension du fonctionnement de ce système et aussi des conditions de fonctionnement. Donc, vous allez sûrement rencontrer des questions au début qui vont évaluer vos connaissances dans le domaine technique et votre adaptation aussi à ce sujet. En général, c'est des courbes ou des graphiques à interpréter. C'est des questions très simples, il ne faut vraiment pas les rater. Elles dépendent uniquement de ce que vous avez vu dans le sujet, ce que vous avez lu. Donc ne dites pas le prof ne nous a pas enseigné cette partie. Vous allez aussi trouver au début la fameuse question de la chaîne d'énergie, chaîne d'information, qui se base généralement sur la lecture des diagrammes 6ML. Donc, quels sont les diagrammes 6ML qu'on vous donnera? Probablement le IBD, le BDD, Requirement Use Case. Alors, ceux que vous allez utiliser pour compléter la chaîne d'énergie, chaîne d'information, c'est le IBD, le BDD et Use Case ou cas d'utilisation. Tandis que le diagramme des exigences est donné comme un cahier des charges afin de pouvoir comparer ce que vous allez trouver comme résultat ou valeur en faisant des études statiques, cinématiques, dynamiques, asservissement, comparé à ce cahier des charges. Et vous pouvez aussi rencontrer une question au début sur toujours les outils 6ML, mais par rapport au diagramme d'état, c'est dessiner un chronogramme. C'est les questions, généralement, des chronogrammes, je pense, il vaut mieux les faire au début. Comme vous êtes déjà prêt à la faire après avoir lu l'énoncé, vous avez compris de quoi il s'agit, il vaut mieux la faire au début. Sinon, si vous la laissez vers la fin, vous allez être fatigué et ça demande un peu de réflexion. Le sujet est généralement constitué de deux parties, la partie mécanique et la partie automatique ou asservissement. On se demande si c'est une bonne affaire de commencer par l'asservissement. Je vous conseille de lire les rapports de jury par rapport aux épreuves de SI. On préfère que l'épreuve soit traitée dans l'ordre proposé. Quoique les élèves peuvent vraiment commencer par la partie qui leur semble à la portée. Le risque que vous prenez en commençant par l'asservissement est d'avoir cette partie qui dépend d'une question de la mécanique. C'est-à-dire un théorème à faire, un théorème de l'énergie cinétique ou un principe fondamental de la dynamique, après quoi vous trouverez une équation de mécanique que vous allez utiliser pour compléter un schéma bloc. Donc en général, si c'est le cas, la première partie de l'asservissement serait indépendante des autres parties, comme ça on laisse aux élèves une chance pour se ressaisir dans l'asservissement. Euh, donc vous comprendrez que c'est indépendant à partir des débuts de présentation des questions. Bon, avant chaque partie de l'asservissement indépendante, vous trouvez une petite phrase, un texte qui vous dit, quel que soit ce que vous avez trouvé avant, on prend telle valeur, ou voici le nouveau schéma bloc qu'on va utiliser pour la partie suivante. Alors, toujours dans la partie automatique, vous trouverez des questions graphiques. Alors, je vous conseille de ne pas les rater. Tout ce qui est graphique, c'est-à-dire diagramme de Bode, relever les marges de phase, les marges de gain, évaluer la stabilité temporelle sur une courbe temporelle, relever le temps de réponse à 5%, le premier dépassement. Voilà, c'est des questions qui sont trop simples à faire. Voir aussi, quand on vous donne le sujet, vous faites défiler les feuilles, vous allez peut-être remarquer qu'il y a un diagramme de Bode vierge à compléter. Là, on vous dit que c'est une question faisable. Il suffit de connaître la fonction de transfert. Donc vous allez patienter jusqu'au moment où vous arriverez sur la question qui vous demandera de calculer HBO, par exemple. Et là, vous pouvez partir la dessiner, elle est souvent simple. Pour la méca, nous avons deux parties, sup et spé. C'est plutôt la mécanique de spé qui est plus présente dans les concours. Pour les parties sup, qu'est-ce que vous devriez maîtriser pour les parties sup? Qu'est-ce qui se répète en général? Les engrenages, je pense on en trouve souvent. Train épiscloïde, un train très classique. Après,
la fermeture géométrique, par exemple, l'arc-boutement en statique, euh, le non-basculement, ou le calcul d'un couple de freinage ou un couple d'embrayage. Mobilité aussi, les mobilités et les liaisons équivalentes. Pour les PSI, vous avez une partie de plus, c'est l'hyperstatisme, et je vous conseille de bien bosser dessus puisque la plupart des sujets de PSI contiennent des questions d'hyperstatisme. Voilà, donc si vous préparez bien cette partie, vous avez des chances pour réussir beaucoup de points faciles en hyperstatisme. Alors, pour la méca de la deuxième année, c'est-à-dire aspect, vous avez soit le PFD, soit le TEC. En général, les objectifs, vous les trouvez au début de la partie. On vous dit, on veut dimensionner un actionneur. Par exemple, trouver le couple d'un moteur ou l'effort d'un vérin. Ou encore, déterminer des conditions de fonctionnement d'un système. Un non-basculement d'un système en dynamique ou un non-patinage. Ou l'exemple que vous avez vu dans le cours, l'équilibrage des rotors. Et s'il s'agit du terme de l'énergie cinétique, vous avez beaucoup d'indices pour savoir qu'il faut l'appliquer. On vous dira calculer un moment d'inertie équivalent ou une masse équivalente ou encore calculer l'énergie cinétique. Donc pourquoi faire? Si vous calculez l'énergie cinétique, c'est probablement pour faire le terme de l'énergie cinétique ou encore calculer les puissances. Dans ce cas, vous allez sûrement appliquer le TEC. Et le conseil que je vous donne, c'est de bien lire les données de la partie mécanique avant de commencer à résoudre le problème. S'assurer si toutes les liaisons sont parfaites, si elles ne sont pas parfaites, lesquelles qui ne le sont pas, que vous, leur coefficient de que vous, un coefficient de frottement par liaison par exemple. Et si les masses sont négligées, quels sont les solides dont on néglige les masses, ceux qu'on néglige pas. Voir aussi par exemple pour les réducteurs, est-ce que le rendement est considéré ou pas. Si il y a un rendement, ça veut dire qu'il y a des pertes énergétiques. Si on ne vous parle pas de rendement, par défaut, le système ne présente pas de pertes énergétiques, son rendement est unitaire. Voilà, donc il faut tenir compte de toutes ces données avant de commencer à calculer ou à faire des schémas d'analyse. La meilleure stratégie est celle qui vous fera gagner le maximum de points au début de l'épreuve. Le concours est votre ennemi, votre adversaire. Il veut vous battre et vous voulez le battre. C'est donc une bataille. Si vous arrivez à localiser les points faibles du concours, vous le battrez. Ces points faibles, c'est vos points forts. Et vos points faibles, c'est les points forts du concours. Attaquez donc le concours dans ses points faibles, il va s'écrouler. Imaginons un élève qui commence par la question numéro 1. Il y passe une demi-heure, trois quarts d'heure, pas de réponse, pas de piste, le temps s'écoule, le doute commence à s'installer et peut-être petit à petit, on perd de concentration. Voilà, c'est exactement comme si quelqu'un pointe une arme sur votre tête et vous demande de résoudre une question. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Croyez-moi, parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur l'arme que sur la question. Vous pouvez peut-être donner une réponse, n'importe quelle réponse, juste pour éviter de vous faire sauter la cervelle. Et c'est comme si vous rendez la feuille avec une réponse quelconque pour ne pas rendre une feuille blanche. Par contre, si vous localisez une question, peu importe que ce soit la première ou la énième du sujet, si elle est faisable, vous la traitez et vous cherchez une autre. Et vous cherchez une autre et une autre. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, au fur et à mesure que vous allez résoudre les questions, vous allez avoir envie de résoudre d'autres questions. Et même les questions qui étaient compliquées au début deviendront plus simples après avoir eu des points. Parce que vous dites maintenant, tranquille, j'ai des points, je suis rassuré, j'ai pas un zéro, j'ai ramassé quelques points, je vais ajouter d'autres points. C'est comme en foot par exemple. L'équipe qui marque un but au début, ensuite un autre but, gagne facilement. C'est toujours attaquer au début qui permet de réussir. Et bien sûr, parlant du foot, il faudrait jouer avec le même rythme depuis le début de l'épreuve jusqu'à la fin, comme pour les Allemands. Même si les Allemands mènent 4-0, ils continuent à jouer, à attaquer comme si rien ne se passe, comme s'ils étaient menés au score. Pas tous les Allemands. Mais vous ne devriez pas marquer un but au début, c'est-à-dire résoudre une question et faire la fête du tiki-taka et croire que c'est fini. Non,
peut-être bien que le concours égalise et marque un autre but et un autre but. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Bien, alors tout ce que je vous ai dit, c'est mon opinion, une opinion personnelle, depuis une petite expérience en prépa. Donc, si vous avez une autre méthode ou si vous avez déjà essayé pendant la préparation en travaillant des sujets, que vous avez trouvé une stratégie intéressante pour aborder les concours, je vous encourage à l'appliquer pendant le concours. Elle marcherait comme elle a marché avant quand vous étiez en train de préparer. Donc, j'espère que mes conseils vous seront utiles, Inch'Allah, et que vous allez réussir.